Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous l'avais promis après la vidéo des 100 secrets des Main Street USA, on repart pour un nouveau land aujourd'hui. Direction Fantasyland, le land des contes de fées où les références aux grands classiques Disney sont les plus nombreuses. 100 secrets de Fantasyland, c'est maintenant. Vous êtes prêts? C'est parti! Avant de commencer, j'en profite pour vous rappeler que vous retrouverez tous les détails évoqués dans cette vidéo sur mon blog Hello Disneyland qui vous offre conseils et astuces pour vos séjours Disney. Et vous savez quoi? Le lien est en barre d'infos. Fantasyland est le land le plus magique de Disneyland Paris. C'est ici que vous pouvez rencontrer les princesses Disney ainsi que Mickey et c'est ici que l'immersion au cœur de la magie Disney est la plus flagrante. Sans surprise, c'est aussi à Fantasyland que les secrets en hommage aux contes de fées sont les plus nombreux. Et on commence tout de suite cette liste par la star du parc Disneyland, celui qui à lui seul représente Disneyland Paris. Je parle bien sûr du château de la Belle au Bois dormant. Tout d'abord, aviez-vous remarqué que le château faisait face au nord afin d'éviter le contre-jour sur vos photos? Et oui, il n'a pas été placé là par hasard. Ensuite, si ce dernier arbore des couleurs vives, rose et bleu en l'occurrence, c'est pour contraster avec le ciel souvent couvert de Paris, mais aussi pour se différencier des nombreux châteaux d'Europe et avoir cette petite touche de fantaisie en plus. Bien sûr, on ne présente plus les escargots sur les flèches dorées du château de la Belle au Bois dormant. Ceux-ci sont, comme tout le monde ou presque le sait, un clin d'œil à la Bourgogne. Autre clin d'œil à la culture française présent sur le château de la Belle au Bois dormant, les fleurs de lys qui surmontent certaines flèches, ainsi que les vitraux. Parlons couleurs maintenant. Notre château est rose au toit bleu. Cela n'est pas sans rappeler une bataille de couleurs entre deux fées, n'est-ce pas? Enfin, les motifs visibles sur les toits bleus du château, ainsi que sur ceux d'une partie de Fantasyland, sont inspirés des motifs présents sur les toits des hospices de Beaune. À droite du château de la Belle au Bois dormant se trouve un puits, peu profond, rassurez-vous. Mais en tendant l'oreille, vous y entendrez peut-être Blanche-Neige chanter. Toujours à proximité du château, de l'autre côté cette fois, aviez-vous remarqué que les arbres sur sa gauche étaient carrés? Ils sont taillés en cubes, exactement comme dans la scène de la forêt dans le film dont ils sont inspirés. Sur l'arche gauche du château, juste après l'entrée vers la tanière du dragon, on peut voir le blason aux 3 lions de la Normandie en hommage aux origines normandes d'Isigny-sur-Mer de la famille Disney. Ce blason se trouve dans tous les Magic Kingdom du monde, mais également dans les génériques de tous les films Disney puisqu'il apparaît sur le drapeau au sommet du château. Observez bien maintenant le sommet des premières tourelles à l'entrée du château de la Belle au Bois dormant. Vous y verrez le D de Disney sur les fanions. Passons de l'autre côté maintenant pour observer ce 11e secret. Levez les yeux et vous verrez qu'il y a un clocher, tout petit, au sommet du toit de la galerie de la Belle au Bois dormant. Et si vous vous amusiez à compter les tours du château, vous verriez qu'il y en a 16. Aurore avait 16 ans lorsqu'elle s'est piqué le doigt. Coïncidence? Je ne pense pas. Direction l'intérieur du château. En entrant dans le château, justement, levez les yeux. Vous y découvrirez le plafond inspiré de celui de la Sainte-Chapelle à Paris. Au pied de l'escalier montant à la galerie de la Belle au Bois dormant se trouve le livre que l'on voit au début du film de 1959, à ceci près qu'ici, le titre est en français. Montez à la galerie pour observer le vitrail au-dessus de la tapisserie d'Aurore endormie. Son motif est changeant. La rose laisse place à 2 colombes au gré de la lumière. Ce petit détail que vous aurez reconnu fait bien sûr référence au film La Belle au Bois dormant, au début duquel les fées font des dons très spéciaux à Aurore. La rose symbolise le don de la beauté, et les 2 colombes symbolisent quant à elles le don du chant. D'ailleurs, notez que la tapisserie d'Aurore est également animée, des petits sentiments apparaissent occasionnellement. Ah et au fait, vous aviez vu les rouets en train de brûler dans la cheminée? Continuons le tour de la galerie. Saviez-vous que les vitraux de la galerie de la Belle au Bois dormant avaient été réalisés par un spécialiste sorti spécialement de sa retraite? Pour les fabriquer, il a même utilisé une technique venue du XIIe siècle. Avançons un petit peu dans la galerie maintenant pour entendre l'un des gardes en armure ronfler assez bruyamment. Petite anecdote bonus, les ronflements sont ceux de Tom Morris, qui est pour rappel le directeur artistique de Fantasyland. Et si vous prenez ces 2 gardes en armure en photo avec un flash, vous verrez que la photo révélera un drôle de détail. L'une des armures est de couleur rosée, alors que l'autre est dans les tons bleus. Serait-ce encore un petit clin d'œil à la querelle de 2 fées dans le film? Sans doute. De la même manière, en prenant en photo avec un flash le corbeau juste à côté, ce dernier aura les yeux rouges. Histoire d'être encore un peu plus austère, tu vois. À l'étage toujours, observez bien le haut des colonnes de la galerie. Et oui, Flora, Pâquerette et Pimprenelle veillent sur votre visite. Redescendons dans le château si vous voulez bien. Dans la boutique Merlin l'Enchanteur, c'est un peu le bazar et tout semble s'effondrer.
L'une des arches est même soutenue par un arbre. De plus, tout dans cette boutique rappelle le côté désordonné et créatif de Merlin. Aucune vitrine n'est identique et de nombreuses maquettes sont exposées. Au fond de la boutique, justement, une inquiétante atmosphère se dégage d'une porte isolée. Il s'agit de la porte donnant accès à la tanière du dragon. Celle-ci est parfois verrouillée d'ailleurs. C'est rassurant. En parlant de ça, aviez-vous remarqué que le dragon de la tanière du dragon était le plus grand duo animatronique de Disneyland Paris? Il fait 22 mètres pour 2500 kg. En 1992, quand le parc a ouvert, c'était même le plus grand duo animatronique du monde. Et juste en face, dans la boutique du château, les animaux qui ornent la cheminée viennent tout droit du film de La Belle au bois dormant et de sa scène forestière. Ils portent d'ailleurs les vêtements du prince Philippe. Le plafond de la boutique du château est lui aussi inspiré du plafond de la Sainte-Chapelle de Paris. Et petit rappel, dans cette boutique c'est Noël toute l'année, même au mois de juillet. Un peu plus loin dans la cour du château, l'épée légendaire d'Arthur est maintenue en place par un aimant géant disposé au fond de l'enclume, mais il arrive parfois qu'elle soit démagnétisée et que l'épée puisse sortir comme dans le film. Alors tentez votre chance la prochaine fois. Par contre, il n'y a rien à gagner, hein. On s'enflamme pas. Juste à côté de là, la confiserie des Trois Fées reprend l'architecture de la maison des fées quand elles vivent à l'abri de maléfiques avec Aurore devenue rose. Et dans la cheminée de cette boutique, justement, les fées Pâquerette, Flora et Pimprenelle virevoltent au-dessus de la marmite. Toujours dans la confiserie des Trois Fées, un récipient en forme de canard est posé sur un meuble. On retrouve ce même canard dans le film Disney dont est inspirée la boutique. Direction Blanche-Neige et les Sept Nains maintenant. À l'extérieur, dans les buissons, se trouve une petite souche cachée. Une petite hache y est plantée. Elle n'appartient pas aux nains, puisque ceux-ci n'ont que des pioches. Serait-ce une référence au conte original où le tueur envoyé par la reine est un bûcheron? C'est possible. Au-dessus de l'entrée de l'attraction, toujours, on peut voir la méchante reine nous regarder par la fenêtre. Patientez quelques minutes car elle tire parfois le rideau pour se cacher. Dans la file d'attente de l'attraction, se trouve le livre contenant la recette de la pomme empoisonnée. Observez le dessin de la pomme sur le livre, il se transforme en tête de mort. Derrière ce livre, justement, se trouve une torche révélant l'ombre mouvante du corbeau de la sorcière, juste au-dessus. Toujours dans la file d'attente de Blanche-Neige et les Sept Nains, levez la tête et regardez les lustres. Reconnaissez-vous la pomme empoisonnée et le cœur transpercé d'une dague? Ouvrez l'œil avant d'embarquer aussi, car chaque wagonnet de l'attraction porte le nom d'un des nains. Au tout début du parcours de l'attraction, justement, lorsque l'on monte dans les wagonnets, on retrouve la souche coupée et la hache dessinée. Enfin, en quittant votre véhicule, jetez un œil sur le tableau de commande du cast member présent à la fin du parcours. Il y est inscrit et ils vécurent heureux pour toujours. En sortant, regardez attentivement le toit à votre gauche. Certaines tuiles de la seconde rangée portent les noms de 4 Imagineers ayant travaillé sur cette attraction ainsi que sur celle de Pinocchio. Dans la boutique attenante, la chaumière des Sept Nains, on retrouve la maison des Sept Nains, avec le toit, et tout. À l'intérieur de cette maisonnette, justement, chaque nain a son lit, comme dans le film, avec son nom sculpté dans le bois. Enfin, c'est pas vraiment du bois, mais bon. Non loin de là, on peut aussi lire le nom des 7 nains en anglais sur les 7 tasses accrochées à une poutre en hauteur. Maintenant, observez bien le trousseau des clés suspendu près des lits. Vous y verrez le D du logo Disney sur l'une des clés. Et juste devant la chaumière, dans la boutique, on retrouve encore une fois la souche coupée avec la hache. Décidément. Au même endroit, entre les deux salles de la boutique, en observant le reflet de la vitrine avec un mannequin portant le costume de Blanche-Neige et la vieille sorcière, vous découvrirez la méchante reine. Avant d'aller faire un tour du côté de chez Pinocchio, saviez-vous que l'architecture des bâtiments de Blanche-Neige et Pinocchio était d'inspiration allemande? Pourquoi? Parce que le conte original de Blanche-Neige est un conte des frères Grimm, tous deux allemands. Quant à Pinocchio, bien que d'origine italienne, il a atterri dans le quartier allemand, à Fantasyland, pour être en phase avec le film de 1940, dont l'univers est plus germanique qu'italien. Direction donc le chalet de la marionnette. Au-dessus de la sortie, Figaro lève le pouce, l'air satisfait. C'est un petit clin d'œil aux Imagineers qui en Californie s'étaient trompés dans la disposition du panneau sortie justement. Il n'était pas centré. L'erreur ne fut pas reproduite en France, et Figaro est donc content. Toujours à l'intérieur du restaurant, les fresques sur les murs content l'histoire de Pinocchio et l'une d'elles fait même référence à la boutique voisine, la Bottega di Geppetto. À la sortie du chalet, côté Adventureland, se trouve une cage qui pourrait bien être celle dans laquelle Pinocchio fut enfermé par Stromboli. Allez, on ressort et on traverse en direction de Peter Pan's Flight. Ceux qui ont le courage de faire la file d'attente classique pourront voir à l'extérieur un portail portant l'inscription Kirimuir. Il s'agit de la ville d'origine de l'auteur et créateur de Peter Pan. La montée dans les bateaux volants au début de l'attraction Peter Pan's Flight se fait sur les toits de Londres, et certaines des cheminées au début du parcours fument. Enfin presque toujours. Dans Peter Pan's Flight, justement, un livre de Peter Pan est posé dans la chambre au début de l'attraction, et il s'agit d'une édition originale. Toujours dans la première scène de l'attraction, les accessoires de la chambre des enfants proviennent directement de brocantes londoniennes.
De jour, observez bien les girouettes au sommet des tourelles du bâtiment abritant Peter Pan's Flight justement. Ce crocodile et ce bateau ne vous rappellent rien. Ce 60e secret est un peu plus difficile à voir, mais lorsque vous passez de nuit devant Peter Pan's Flight, observez bien la fenêtre en haut à gauche de la sortie. Vous y apercevrez l'intérieur de la chambre des enfants Darling. Avant d'aller à Toadole, vous aurez reconnu que les bâtiments de Peter Pan's Flight et Toadole justement étaient d'inspiration anglaise, n'est-ce pas? Et oui, une bonne partie de l'Europe est représentée dans notre Fantasyland. Allez, on entre dans Toadole. En observant les tableaux dans la salle de droite du restaurant, vous verrez qu'ils sont d'humeur changeante. De Vinci, Rembrandt et Van Gogh semblent avoir inspiré le crapaud. Toujours à Toadole, sur la devanture il est écrit « No consumus froglagus ». Ce n'est pas vraiment du latin, ni de l'anglais, mais vous avez saisi le message, n'est-ce pas? On ne mange pas de cuisses de grenouille ici. Dans la salle de gauche cette fois-ci, il y a une armure spécialement adaptée à Monsieur Toad. Et observez bien la tapisserie au mur. Les motifs sont des têtes de Monsieur Toad justement. Filons à Meet Mickey Mouse juste à côté. Il y a plusieurs références à la filmographie Disney dans la loge de Mickey. Mary Poppins, Merlin l'Enchanteur, Dumbo, les Aristochats ou encore Fantasia. Amusez-vous à tous les trouver. Il y a même des références aux différents parcs Disney à travers le monde. Alors ouvrez l'œil, enfin si vous avez le temps. De même, une boule de cristal est présente dans Meet Mickey Mouse. Celle-ci est de la marque Léota. Ça ne vous rappelle rien? Juste à côté dans Alice's Curious Labyrinth. Juste après la chenille fumant son narguilé, vous entrez dans une partie du labyrinthe où se trouve Monsieur Dodo et ses amis. Faites tourner le rocher dominé par Monsieur Dodo justement et il se mettra à tourner, mais à contresens. Et c'est normal, car rien n'a de sens au pays des merveilles. Il paraît que vu du ciel, la partie sous les arbres à côté de la tête du chat de Cheshire dans Alice's Curious Labyrinth forme son corps et la partie du labyrinthe en spirale forme une rose. Je vous laisserai vérifier. Hein. Toujours dans le labyrinthe d'Alice, avez-vous vu le roi de cœur au château de la reine de cœur justement? Il n'est pas bien grand, certes. Il y a un toboggan justement dans le château de la reine de cœur, visible notamment depuis le snack Old Mill juste à côté ou depuis la dernière partie du labyrinthe. Il a été mis en service très peu de temps et est désormais fermé au public. La descente se faisait depuis le haut du château de la Reine de Cœur. À l'intérieur du château de la Reine de Cœur, justement, se trouvent 2 miroirs peu flatteurs. Mais ça, vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Derrière le labyrinthe, les attractions Casey Junior, le Petit Train du Cirque et le Pays des Contes de Fées ont été inaugurées en avril 1994 afin d'étoffer l'offre du parc. Cette dernière s'appelait d'ailleurs Storybookland Cruise à son ouverture. Le paysage représenté sur le livre à l'entrée de l'attraction Le Pays des Contes de Fées est la vallée enchantée visible dans Mickey et le haricot magique. Et enfin, chaque bateau de l'attraction Le Pays des Contes de Fées porte le nom d'un personnage féminin des histoires Disney. En parlant du Pays des Contes de Fées justement, avez-vous reconnu tous les films Disney dont sont issus les paysages du parcours? Allez, je vous aide. Il y a Blanche-Neige et les 7 nains, Réponse, La Petite Sirène, Fantasia, La Boîte à musique, Aladdin, Merlin l'Enchanteur, La Belle et la Bête et Oz, un monde extraordinaire. D'ailleurs, ce moulin ne vous rappelle rien? Ne serait-ce pas le vieux moulin? Old Mill? En parlant du vieux moulin d'ailleurs, Old Mill accueille désormais un snack, mais c'était jusqu'à 2002 une attraction. Il fut fermé cependant pour sa faible capacité d'accueil. Non loin de la sortie du labyrinthe, sur la terrasse de March Air Refreshment, de temps en temps, une souris soulève le couvercle de la grande théière pour passer sa tête. Mais attention à la fumée par contre. Restons chez Alice et observons les côtés de Madatar Stick-Up. Différents animaux sont taillés dans les buissons. Une chenille, un cygne, des grenouilles, et ce qui pourrait être une référence au monstre du Loch Ness. Direction Dumbo maintenant. Timothée tient aujourd'hui une plume, mais ce ne fut pas toujours le cas. Il tenait initialement un fouet. Jugé un peu trop violent, tiens donc, celui-ci fut remplacé. Au centre de Fantasyland, cette fois, la girouette située au sommet de la boutique La Petite Maison des Jouets et ses points d'interrogation sont un vestige du temps où ce kiosque était un lieu de renseignement pour les visiteurs du parc. Dirigeons-nous vers It's a Small World. Toutes les 15 minutes, une porte s'ouvre sous l'horloge de l'attraction It's a Small World et les poupées défilent. La façade de l'attraction rend hommage à différents monuments du monde. La Tour Eiffel, la Tour de Pise, Big Ben, le Golden Gate, Tower Bridge, et j'en passe. Amusez-vous à tous les trouver la prochaine fois. Allez, direction l'Italie avec la pizzeria Bella Notte. À l'extérieur, en étant attentif, vous vous rendrez compte que la façade du restaurant est penchée, comme la Tour de Pise. Sur la terrasse du restaurant, la mosaïque au sol vient de Disneyland en Californie. La mosaïque d'origine créée par Mary Blair à Anaheim fut détruite lors de la construction de Star Tours en 1985. Tom Morris, le directeur artistique de Fantasyland, en a récupéré quelques morceaux pour les inclure à Disneyland Paris. À l'intérieur de la pizzeria Bella Notte, qui, pour rappel, rend hommage au film La Belle et le Clochard. Observez bien les colonnes, car l'une d'entre elles est remplacée par Tony, le propriétaire du restaurant, et une autre par Joe, le cuisinier. Toujours à l'intérieur, il y a une gouttière à droite du comptoir. Et celle-ci fonctionne, on y voit de l'eau s'écouler les jours de pluie. Il y a plusieurs statues de Bacchus ou Dionysos, dieu du vin dans le restaurant.
La vigne est d'ailleurs très présente dans la décoration de la pizzeria, aux colonnes, mais aussi aux murs et aux lustres. À l'extérieur de la pizzeria, vous aurez peut-être remarqué les 2 tours de chaque côté de la route de la parade. Ces 2 tourelles étaient autrefois reliées par une arche qui a dû être retirée en 1999 pour la parade Imagination. Les chars, trop imposants, ne passaient plus. Retournons vers la cour du château maintenant. Reconnaissez-vous cette tour à l'auberge de Cendrillon ? C'est celle de la maison de Cendrillon dans le film de 1950, à l'identique. Dans la cour de l'auberge, accessible à tous, se trouve le magnifique carrosse de la princesse, offert par Walt Disney World pour l'ouverture du parc. Toujours dans la cour de l'auberge de Cendrillon, se trouve un puits sur lequel sont représentés certains personnages du film. Les oiseaux, Gus, Jack, mais aussi Lucifer. À l'intérieur de l'auberge, le restaurant est divisé en plusieurs salles inspirées du film. La chambre de Cendrillon, la cuisine, mais aussi le château, et enfin la salle de bal. Un peu plus loin, un haricot magique prend racine depuis le potager et entre dans la boutique Sir Mickey's Boutique par une fenêtre en emportant avec lui Mickey et le mobilier présent à l'intérieur. À l'intérieur de la boutique justement, trouverez-vous Billy le géant ? Sur le côté de la boutique se trouve un Mickey dessiné en tailleur avec la devise « Qui ne risque rien, n'a rien », faisant référence au dessin animé Le Brave Petit Tailleur mentionné juste à côté. Direction le carrousel de Lancelot, juste en face. Avez-vous remarqué que les 70 chevaux étaient installés par couleur dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel ? En revanche, je suis sûr que vous aviez remarqué que seuls les chevaux de la première rangée portaient une armure. Allez, dernier secret. Observez bien les piliers à l'extérieur du carrousel de Lancelot, justement. Ce sont des lances de chevaliers. Et voilà, 100 secrets de Fantasyland à Disneyland Paris. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite bien sûr à mettre un pouce en l'air, à partager cette vidéo autour de vous, et à me dire également dans les commentaires quelle land vous souhaiteriez découvrir pour le prochain épisode de cette série. En attendant, je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt!